Tu m'as bien entendu, Arthur, affirma Annie. Signe juste ces papiers et c'est fini. Elle était assise en face de lui, de l'autre côté de la table de la cuisine, mais sa voix semblait lointaine, comme un écho venant d'une autre pièce. Tout avait commencé cet après-midi-là, quand, rentrant du travail, je l'avais trouvée déjà assise, une bouteille de chardonnay à moitié vide et un unique verre à vin posé devant elle. Elle n'en avait pas versé un pour moi. Son expression était fixe, froide et résolue. J'ai su alors qu'il ne s'agissait pas d'une conversation, mais d'un décret final. Je me suis assis en face d'elle. Elle ne s'est pas enquise de ma journée. Aucun mot de bienvenue, aucune hésitation, juste « je te quitte, Arthur ». Elle avait trouvé son âme sœur. Il s'appelait Paul, quelqu'un de son travail qui faisait chanter son cœur, une expression qui résonna comme un coup physique. Après 25 ans, 2 enfants et une maison entièrement payée, j'étais soudainement superflu. J'aurais dû ressentir une émotion quelconque, rage, désespoir. Mais, pour l'essentiel, je me sentais engourdi, ces mots étaient flous et déformés, comme si elle était sous l'eau. Notre vie défilait en fragments, amoureux au lycée, l'université, Saline et 6 mois après le mariage. Des emplois stables, un prêt immobilier remboursé, des vacances, des albums photos, une épargne raisonnable. Nous disions « je t'aime ». Peut-être par habitude, mais nous le disions. Nous étions un couple calme et stable. Je croyais que nous allions encore vers la retraite ensemble, mais ce n'était plus le cas. Elle a continué à parler. Justification, reproche, explication. Arthur, regarde-moi. Il m'a fallu un effort pour croiser son regard. La cuisine me paraissait sombre, bien que les lumières fussent allumées. Je me sentais détaché, comme si j'observais l'existence de quelqu'un d'autre. Ceci. Tu dois signer ça, insista-t-elle en pointant du doigt les papiers du divorce devant moi. Sa voix perçait mon brouillard, mais je ne pouvais toujours pas bouger. Elle s'agitait de plus en plus, son visage se crispant de colère. Puis, elle m'a frappé. Ce n'est pas la brûlure que je retiens, mais le concept même, la certitude de la marque qu'elle laissait. Pourtant, je n'ai pas réagi. Je ne le pouvais pas. Elle a saisi son sac à main. La porte s'est refermée derrière elle. À travers la fenêtre, j'ai regardé ses feux arrière s'éloigner. Quelques instants plus tard, une autre voiture est arrivée. Elle y est montée sans hésitation. Elle ne s'est pas attardée, mais a tourné au coin de la rue et a disparu, l'emmenant vers Paul, vers la vie qu'elle avait planifiée, laissant les papiers derrière elle comme un acte final. Le silence fut la première sensation qui me frappa. D'habitude, rentrer de l'université signifiait un bruit de fond, la télévision qui murmure, papa qui bricole dans le garage, maman au téléphone. Aujourd'hui, la maison semblait étrangement silencieuse, retenant son souffle. Les lumières brillaient dans la cuisine et le salon, projetant des carrés stériles sur la pelouse alors que le crépuscule s'installait. La berline utilitaire de papa était dans l'allée, mais le SUV de maman était absent. Un malaise me picotait la peau. J'ai poussé la porte d'entrée. Papa? Maman? Ma voix paraissait trop forte dans le calme, laissant tomber mon lourd sac à dos sur une chaise de la salle à manger. Avec un bruit sourd, je me suis dirigé vers la cuisine, la source de la lumière, et me suis arrêté brusquement. Papa était assis à la table, exactement là où je le trouvais souvent en train de lire le journal, mais d'une immobilité absolue, terrifiante. Il ne lisait pas. Il ne regardait rien. Son regard était fixé sur un point au-delà du mur de la cuisine, ses yeux grands ouverts, vagues, presque laiteux, comme des yeux de poupée. Des traces sèches, ressemblant à des larmes évaporées, maculaient ses joues. Mais il ne clignait pas des yeux. Un mince filet de salive s'échappait du coin de sa bouche entr'ouverte, assombrissant une tache sur sa chemise. Sur la table devant lui se trouvait une pile de documents impeccables parsemés de petits drapeaux jaunes signés ici. En face de lui, le chardonnay préféré de maman était ouvert, le verre à côté presque vide. La panique m'a saisi, froide et aiguë. Papa? J'ai tendu la main, tremblante, et j'ai touché son épaule. Papa? Et? Aucune réponse. Pas un tressaillement. J'ai contourné la table, me suis accroupi pour regarder directement son visage. La vacuité qui s'y lisait me coupa le souffle. Papa? Papa, réveille-toi. Papa. Les larmes montaient, chaudes et urgentes. J'ai secoué son épaule, doucement d'abord, puis plus fort. Rien. Un sanglot étranglé m'a échappé.
D'accord, Sally, respire. Ralentis. Papa a besoin d'aide. Mes doigts ont tâtonné avec mon téléphone, composant le 112. Ma voix tremblait lorsque j'ai expliqué que mon père, Arthur Smith, ne répondait pas. J'ai donné mon nom, notre adresse. Ils envoyaient une ambulance, peut-être dans 10 minutes. 10 minutes me semblaient une éternité. Je me suis effondré sur la chaise à côté de lui, prenant sa main froide et molle dans la mienne. Je lui ai parlé doucement, prononçant surtout des bêtises. Des assurances que tout irait bien, essayant de projeter du calme. Je ne reconnaissais pas cet homme, mon père constant et fiable. Il travaillait de longues heures comme comptable, mais il ne manquait jamais une pièce de théâtre scolaire ou un récital. Il a enduré mes séances de violon stridentes pendant des années, toujours encourageant, ne se plaignant jamais. Pour mon 16e anniversaire, il avait économisé et m'avait acheté un violon Hofner. Ce n'était pas le plus bel instrument, mais il était bien supérieur à mes modèles d'études et précieux parce qu'il me l'avait offert. Maintenant, j'étudiais la musique à l'université, me concentrant sur les cordes. Je possédais de meilleurs instruments, mais ce Hofner détenait une part de mon cœur. Le voir ainsi, brisé, a fracassé quelque chose en moi. Pourquoi était-il dans cet état? Qu'est-ce qui pouvait bien? Mon regard retomba sur les papiers. Le texte en gras en me sauta aux yeux, demande de dissolution de mariage. C'était quoi ce bordel? Mon sang se glaça. J'attrapai la première page, parcourant le jargon juridique dense. Ma mère souhaitait divorcer de mon père. Le verre de vin, l'état de papa. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté écœurante. Elle lui avait jeté cette bombe, l'avait regardé se briser, et était ensuite simplement partie. La disparition de la voiture n'était pas juste une course. Elle l'avait laissé dans cet état. L'émotion est une chose étrange et volatile. L'instant d'avant, j'étais consumé par la peur pour mon père, l'instant d'après, une vague de fureur glaciale envers ma mère me submergea, éteignant toute chaleur ou compassion persistante. Comment avait-elle pu? Des phares balayèrent la fenêtre de la cuisine, l'ambulance. Le soulagement luttait contre le froid de colère dans mon ventre. Ils étaient efficaces, professionnels, chargeant papa sur un brancard, vérifiant ses signes vitaux. J'ai suivi dans ma voiture après avoir sécurisé la maison. Son immobilité, une image terrifiante, se grava dans mon esprit. Pendant le trajet, j'ai passé les appels, grand-mère, la mère de papa, tante Rhonda, sa sœur, oncle Jim, son meilleur ami. Tom, son responsable au travail, expliquant que papa serait absent pour une durée indéterminée. Chaque appel était une nouvelle vague d'explications de l'inexplicable, l'avoir trouvé inconscient, l'hôpital. Je ne sais pas encore pourquoi. Tout le monde a promis des prières, a demandé des nouvelles. Tom m'a assuré qu'il s'occuperait du congé d'urgence. Le dernier appel a été le plus difficile. Je le redoutais, la colère mijotant juste sous la surface. Mais elle devait savoir. J'ai composé son numéro. Il a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde, sa voix d'une légèreté exaspérante. « Bonjour, Sally, ma chérie. Comment s'est passée ta journée? » Waouh. Juste waouh. Cette désinvolture était grotesque. 1 heure, peut-être plus, s'était écoulée depuis que je l'avais trouvée. Elle connaissait mon emploi du temps scolaire. Elle savait que je serais à la maison. Elle savait ce que j'allais trouver. « Où es-tu, maman ?» Ma voix était tendue, forcée. Un léger silence. J'ai quitté ton père, Sally. Cette litote calculée mit le feu aux poudres. Tu l'as quitté? Tu veux dire que tu as fait exploser son monde entier, que tu l'as regardé s'effondrer, et que tu es juste parti? C'est ça, le fait de le quitter dont tu parles? Oh, chérie, non, protesta-t-elle, avec une fausse note de sollicitude dans sa voix. J'ai essayé de lui expliquer pour Paul, pour nous, mais il s'est juste refermé, n'a pas réagi. J'ai pensé qu'il valait mieux lui laisser de l'espace, le laisser digérer. Digérer? Maman, il ne digérait rien. Il était catatonique. As-tu même pris de ses nouvelles? T'es-tu soucié de l'avoir complètement détruit? Ton mari, mon père, et ensuite tu l'as abandonné alors qu'il était vulnérable? Les mots jaillirent de moi, crus et furieux. Es-tu vraiment si insensible? As-tu la moindre idée de ce qui se passe en ce moment? Ou est-ce juste gênant pour ta petite escapade romantique?
Ma puce, ne prends pas ce ton, me réprimanda-t-elle, tentant de reprendre son autorité maternelle. Je sais que c'est un choc, mais ton père ira bien. Il est plus fort que tu ne le penses. Je demande seulement ce qui est juste, ce qui m'appartient, et un peu de soutien jusqu'à ce que Paul et moi puissions nous marier. Perdu le contact avec la réalité. Complètement juste. Tu penses qu'une partie de tout ça est juste et bien? Je suis l'ambulance, j'emmène papa à l'hôpital en ce moment, maman. Quand je l'ai trouvé, il avait l'air d'avoir fait un accident vasculaire cérébral massif, grâce à toi. Oh, Sally, ma chérie, je suis tellement désolé d'entendre ça. Mais. Pas de mais, maman. Pas de putain de mais au point. Je l'ai coupé, tremblant de rage. Laisse-moi te demander quelque chose. Ce Paul, c'est le même Paul de ton travail? Celui dont tu ne cessais de parler? Une hésitation révélatrice. Oui, chérie. Paul. Le collègue plus jeune qu'elle n'avait cessé de vanter, dont elle riait. Alors, laisse-moi deviner. Il a quoi, 10, 12 ans de moins que toi? Et depuis combien de temps exactement dure cette connerie de hacker chantant? Autre pause, plus longue cette fois. 6 mois. 6 mois. Une demi-année de mensonges, de tromperies, de rendez-vous clandestins. Alors, pendant 6 mois, tu as baisé un collègue dans le dos de papa, tu lui as menti, tu m'as menti, tu as caché cette liaison. Je n'avais aucune idée que tu étais capable d'être une garce aussi calculatrice et égoïste, maman. Et apparemment, papa non plus, à en juger par l'état dans lequel tu l'as laissé. Comment diable as-tu pensé que tout cela finirait bien? Qu'on serait juste, quoi? Heureux pour toi. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que tu sois heureuse au début, concéda-t-elle, incroyablement. Mais une fois que tu verras Paul et moi ensemble, une fois que nous serons installés, tu comprendras. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous. Pensait-elle vraiment que j'allais abandonner mon père dévasté pour aller vivre avec elle et son jouet destructeur de foyer? L'audace pure me suffoqua. Nous. Nous. Il n'y a pas de nous, maman. Plus maintenant. Comprends bien ceci, je reste avec papa, et il n'y a aucune chance que je m'approche de toi ou de ce Paul. Sally Ann Smith. Sa voix s'aiguisa, indignée. Je suis toujours ta mère. Tu ne me parleras pas comme ça, peu importe à quel point tu es contrarié. Alors, je suppose qu'on a fini de parler, dis-je, la voix dangereusement calme. Avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mot, j'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel. Ma main tremblait. Elle a immédiatement essayé de rappeler, plusieurs fois. Puis elle a commencé à appeler le téléphone de papa, ce qui était ridicule. Même s'il l'avait eu, il n'aurait pas répondu. J'avais son téléphone dans mon sac. J'ai mis ses appels en silencieux, les laissant aller sur la messagerie vocale, chaque sonnerie sans réponse étant une petite satisfaction amère. Me réveiller m'a donné l'impression de remonter à la surface après avoir subi une pression immense au fond de l'eau. Une douleur sourde me martelait derrière les yeux, et ma nuque était raide. La première sensation fut la chaleur, des lèvres douces pressées contre les miennes, un baiser délicat et hésitant, mais empreint d'une tendresse que je n'avais pas ressentie de la part d'Annie depuis des années. Puis, le bip clinique des machines s'est fait entendre, en même temps que l'odeur stérile de l'antiseptique. J'ai grogné, un son faible de malaise tandis que mes muscles protestaient contre le mouvement. Mes yeux se sont ouverts, m'attendant à voir Annie, peut-être contrite, peut-être encore en colère. Au lieu de cela, Tina Williams, ma patronne, se tenait là, reculant légèrement, une expression de surprise stupéfaite se transformant en inquiétude sur son visage frappant. Derrière elle, Sally et ma sœur Rhonda se sont précipitées de l'autre côté du lit. Papa, oh, Dieu merci, tu es réveillé. La voix de Sally était pleine de soulagement. Doucement, Arthur. Tu vas bien. Tu es en sécurité, a ajouté Rhonda, sa main posée sur mon bras de manière rassurante. Des souvenirs sont alors remontés, décousus mais horriblement clairs. L'annonce d'Annie, les papiers du divorce, le monde qui s'éloigne, la gifle, son départ, la finalité de tout cela s'est installé comme une pierre froide dans mon ventre. Elle ne partait pas simplement. Elle était partie. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma voix était rauque, inutilisée. Au cours de l'heure suivante, les trois femmes ont reconstitué le cauchemar. Sally m'a trouvé inconscient, a appelé les services d'urgence, les papiers du divorce ont révélé la liaison d'Annie qui durait depuis des mois,
l'insensibilité subséquente d'Annie, ses menaces à Tina concernant des finances gelées, son absence totale de demande d'informations sur mon état. Combien de temps ai-je réussi à demander? 2 semaines, Arthur a répondu Rhonda doucement. Je suis resté inconscient pendant 2 semaines? 2 semaines. Temps perdu. Mes yeux ont croisé ceux de Tina, me rappelant le baiser. Tina, tu as. Elle a rougi, une couleur rose flatteuse se répandant sur ses pommettes saillantes. Oui. Désolé, Arthur. J'étais juste en train de retourner au bureau, de te dire au revoir. Un faible sourire a effleuré mes lèvres. Non, c'est bon. Un réveil plutôt efficace. Peut-être même agréable. Une pensée étrange dans ces circonstances. J'imagine que je suis de nouveau sur le marché, hein. La tentative d'humour sonnait faux. Les heures suivantes ont été un flou de personnel médical. Des médecins m'ont palpé et ausculté, des infirmières ont prélevé du sang, m'ont emmené pour des IRM et des tests cognitifs. Tina a annulé ses réunions de l'après-midi, restant sur place aux côtés de Sally et Rhonda. Un psychologue est passé, posant des questions délicates. J'ai raconté la confrontation avec Annie, l'arrêt sensoriel, la sensation de paralysie, la gifle. Le détail de son coup alors que j'étais inconscient a provoqué une vive inspiration de Sally, Rhonda et même Tina, dont l'expression s'est durcie de façon inquiétante. « Papa, à quelle heure penses-tu qu'elle t'a confronté » a demandé Sally, le front plissé. « Vers 5 heures, je suppose. »« Pourquoi, ma chérie ?»« Parce que je suis rentré après 7h30, a-t-elle dit d'un ton sombre. « Elle a dû te laisser seule comme ça pendant plus de 2 heures. » Le psychologue a acquiescé d'un air grave. Il n'est malheureusement pas rare que des individus subissant un traumatisme émotionnel aigu ou un choc entrent dans un état dissociatif. Le coup physique alors qu'il était inconscient et l'abandon qui a suivi constituent clairement une négligence, voire une maltraitance. Rhonda a soudainement interrompu, « Arthur, tu te souviens de Billy Johnson? Le gamin plus âgé qui te harcelait au parc. » J'ai hoché la tête lentement. Maman et papa m'ont dit une fois qu'ils t'avaient trouvé allongé dans l'herbe, complètement absent. Après qu'ils t'aient taquiné, ils t'ont ramené à la maison, mis au lit. Tu t'es réveillé le lendemain matin en pleine forme. Ils n'y ont jamais beaucoup pensé, mais oui, je me souviens, ai-je murmuré. Billy m'a poussé. Tout est devenu flou. Je me suis réveillé dans mon lit. Il semble plausible, a réfléchi le psychologue, qu'un mécanisme de protection similaire, bien que beaucoup plus grave, se soit déclenché face à une détresse émotionnelle écrasante. L'esprit est complexe. Mais, a-t-il ajouté, souriant gentiment aux femmes entourant mon lit, avec ce système de soutien, je soupçonne que vous vous rétablirez bien. Il est parti, et la fatigue m'a envahi, lourde et profonde malgré les 2 semaines de sommeil. J'ai convaincu les femmes de rentrer chez elles, en promettant d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Repos. J'avais besoin de repos et de temps pour traiter le cratère qu'Annie avait creusé dans ma vie. Les 2 jours suivants ont été consacrés à reprendre des forces. Tina, toujours efficace, a apporté mon ordinateur portable professionnel, en vous assignant des tâches simples juste pour garder votre cerveau engagé, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Rhonda m'a rendu visite quotidiennement, armée de papiers de divorce modifiés et de documents nécessitant ma signature. J'étais désormais officiellement son client, son affection fraternelle habituelle aiguisée par la concentration prédatrice d'une avocate lorsqu'il s'agissait d'Annie. Elle a engagé un requin, Arthur, mais un requin négligent qui facture une fortune. Tu as le meilleur. Et avec une réduction familiale de 100%. Elle sourit férocement. Rhonda avait également amené la détective Karen Hill, une femme perspicace et observatrice qui m'a longuement interrogé sur les événements qui ont précédé mon effondrement, se concentrant sur les actions et les paroles d'Annie. Son rapport, nous a-t-elle assuré, serait bientôt disponible. Rhonda a conseillé de lui laisser entièrement le soin de toute accusation potentielle contre Annie pour l'instant. L'après-midi du 2e jour après mon réveil, j'ai pu sortir de l'hôpital. Sally m'a conduit, mais Tina nous attendait à l'entrée de l'hôpital, sa présence étant un réconfort surprenant. Elle a aidé Sally à m'installer dans son VUS spacieux et confortable. Ce soir-là, Tina est restée dîner. Des pizzas à emporter, mangées en toute décontraction dans le salon. Elle a aidé à ranger, s'est attardée pour regarder une sitcom abrutissante avec nous. Alors qu'elle se préparait à partir, Sally lui a fait une accolade. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture, le silence, nouvellement gênant, s'étirant entre nous.
Tina, merci, ai-je dit, les mots étant inadéquats pour tout. Les visites à l'hôpital ont permis à Sally de garder la tête froide. Simplement d'être là. Je ne sais pas comment te rembourser. Elle s'est tournée, souriant sous la lumière du porche, ses yeux bleus pétillants. Eh bien, dit-elle légèrement, peut-être dans quelques semaines, quand tu te sentiras d'attaque, tu pourrais m'inviter à dîner. Peut-être à danser. Mon cœur a fait un drôle de petit bond. Sorti d'hôpital il y a quelques heures et déjà en train de naviguer en territoire de rencontres potentielles. Mais c'était Tina. Tina, forte, gentille, belle, dont le baiser m'avait apparemment ramené à la réalité. D'accord, ai-je réussi à dire, sentant mes joues s'échauffer. Vendredi prochain me donne presque 2 semaines pour m'entraîner à être verticale. Elle a hoché la tête, son sourire s'élargissant. Puis, de façon inattendue, elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras, une étreinte ferme et chaleureuse qui a duré une fraction de seconde de plus que strictement amicale. J'ai ressenti une secousse, une connexion qui allait au-delà de patron, employé ou ami concerné. Alors qu'elle montait dans sa voiture, je me suis surpris à me demander, absurdement, ce que cette femme avec laquelle j'avais été marié pendant 25 ans pouvait bien faire en ce moment. Son nom me paraissait étranger, déconnecté de l'homme que je devenais. Dans les décombres, la vie s'est installée dans un nouveau rythme, provisoire. Sally, Rhonda et Tina formaient un cordon de protection autour de moi. Rhonda s'occupait des procédures de divorce de plus en plus compliquées. Annie, apparemment encouragée par Paul, faisait des demandes extravagantes. 60% des biens, une pension alimentaire importante. Elle essayait même de récupérer d'anciens bonus de la société de Tina. Rhonda s'en occupait impitoyablement, un simple coup de téléphone glacial à l'avocat d'Annie semblant mettre fin aux demandes les plus ridicules. Mes vendredis soirs avec Tina sont devenus un point fixe. Sally gardait souvent Clarissa, la fille de 8 ans de Tina, nous laissant de l'espace. Nous allions dans des restaurants tranquilles, nous promenions, parlions pendant des heures. Nous restions platoniques, une main tenue au-dessus de la table, une brève accolade pour se dire bonne nuit. Mais le courant sous-jacent était indéniable, une lente combustion se développant entre nous. J'ai repris le travail, me réintégrant progressivement à mon rôle de comptable. Le bureau bruissait de spéculations discrètes sur Tina et moi, mais la plupart des gens étaient simplement heureux de me revoir, bien qu'un peu plus discret que ma personnalité habituelle de clown de bureau. Tom, mon responsable direct, s'assurait discrètement que les limites professionnelles étaient maintenues. Environ 3 mois et demi après mon réveil, Rhonda a confirmé que le divorce serait finalisé le jeudi suivant. Pas de procès, juste de la paperasse. Annie, cependant, a demandé une dernière réunion pour parler, elle avait stipulé le jour précédant l'entrée en vigueur du décret. À contre-cœur, j'ai accepté qu'elle vienne à la maison, voir Sally et moi. J'ai pris mon après-midi, préparant des côtelettes d'agneau, des quenelles et de la sauce, un vieux plat familial préféré, espérant que des aliments familiers pourraient atténuer les aspérités de la conversation. Sally est rentrée à la maison vers 5h30, a pris une douche et s'est changée. La sonnette a retenti juste avant 6h. Annie se tenait sur le porche, et j'ai reculé intérieurement. La femme dont je me souvenais, même dans sa colère il y a quelques mois, avait disparu. Annie avait toujours été attirante, ronde, portant quelques kilos en trop dont elle s'inquiétait perpétuellement mais qu'elle portait bien. Une silhouette magnifique, une énergie vibrante. La femme qui se tenait devant moi était gonflée, considérablement en surpoids, son visage bouffi de bajoux, ses courbes familières perdues sous les couches de vêtements amples et informes. Un ventre lourd tendait le tissu de son pantalon. Le changement était choquant, presque grotesque. Ma surprise a dû transparaître. Elle a grimacé mais n'a pas commenté alors que je l'invitais, engourdie, à entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, un silence gênant ponctué par ma proposition de vin, qu'elle a accepté volontiers. La conversation banale a trébuché. Elle a demandé des nouvelles du travail, si je prenais soin de moi. J'ai rendu les amabilités, réprimant tout commentaire sur son apparence. C'est ce que Paul veut, a-t-elle marmonné, remarquant mon regard répondre à la question tacite. Il ne m'aimait pas maigre, dit-elle. Il préfère quand il y a plus de matière. Elle haussa les épaules, un geste dépourvu de sa vivacité d'antan. Je fronçai les sourcils. Malgré tout, une étincelle d'inquiétude pour sa santé subsistait. 25 ans ne s'effacent pas du jour au lendemain. Tu n'approuves pas, n'est-ce pas, demanda-t-elle, sa voix monocorde. Non, Annie, je n'approuve pas, dis-je honnêtement.
quand nous étions ensemble, tu étais en bonne santé, rayonnante. Franchement, ton apparence est choquante. Tu n'as pas l'air bien. Si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont, je serais inquiet. Mais, ajoutai-je, la dureté revenant. Tu as fait tes choix. Son visage s'affaissa. Toi et Sally. Vous allez bien sans moi, n'est-ce pas? Nous nous débrouillons, concédai-je. Une partie de moi se souciera toujours de toi, Annie. Mais quand tu es sorti d'ici, me laissant potentiellement mourant sur le sol? Je laissai la phrase en suspens. Elle soupira, baissant les yeux sur ses mains. Je l'ai bien mérité. J'ai fait une chose terrible, n'est-ce pas? Oui, maman, tu l'as fait. Sally apparut dans l'encadrement de la porte, sa voix froide comme la glace. Elle s'était douchée et changée, mais sa colère ne s'était pas dissipée. Tu as fait une chose vraiment terrible. Tu as fait exploser notre famille, abandonné papa alors qu'il était sans défense, et tu es parti sans te retourner. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que papa t'ait même laissé mettre les pieds dans cette maison ce soir. Sally, calme-toi, intervins-je, bien que je partage son sentiment. Ta mère connaît la situation. Elle a demandé cette rencontre. Essayons d'être civilisés. Sally se calma, mais son regard resta fixé sur Annie, rayonnant d'hostilité. Le dîner fut une affaire tendue, ponctuée par le cliquetis des couverts et un ressentiment non exprimé. Sally picorait sa nourriture, son regard ne quittant jamais le visage de sa mère. Une fois les assiettes débarrassées, Annie se tourna vers Sally. « Sally, je voulais d'abord te parler seule. » « Non, » déclara Sally catégoriquement, définitivement. « Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant papa. » Annie parut momentanément déconcertée, puis acquiesça, résignée. Elle prit une profonde inspiration. « D'accord. Sally, je voulais te demander de me pardonner pour ce que j'ai fait. J'ai très mal géré tout ça. Quoi qu'il se soit passé entre ton père et moi, je ne veux pas perdre ma fille. » Elle me jeta un coup d'œil. « Il y a autre chose, mais je préférerais. »« Maman ?» Sally la coupa fermement. « Si tu ne peux pas le dire à nous deux, je ne veux pas l'entendre. » Sans attendre de réponse, Sally se leva brusquement et quitta la pièce. Un instant plus tard, la porte de sa chambre claqua à l'étage. « J'espérais que ça se passerait mieux, » murmura Annie, surtout pour elle-même. « Compte tenu des circonstances, je pense que ça s'est passé aussi bien qu'on pouvait s'y attendre, » répondis-je froidement. Elle leva les yeux, surprise que j'ai entendu. « Vraiment ? » Oui, vraiment. Je soupirai, me penchant en arrière. « Annie, tu dois comprendre la réalité ici. On ne t'aime pas dans cette maison en ce moment. » Elle commença à protester, mais je levai la main. « Laisse-moi finir. Tu as entretenu une liaison qui a duré des mois. Tu as menti à Sally et à moi. Tu m'as pris par surprise avec les papiers du divorce alors que j'étais clairement en état de choc, incapable de réagir. Tu m'as crié dessus, puis tu m'as frappé. » Ses yeux s'écarquillèrent, comme une biche prise dans les phares, la peur traversant son visage. « Oh oui, je me souviens de la plupart, jusqu'à la gifle. Ensuite, tu m'as abandonné, me laissant seul pendant des heures jusqu'à ce que Sally me trouve. Tu n'as montré aucune inquiétude pour mon bien-être quand Sally t'a appelé, terrifié. Tu as fait des tentatives d'extorsion ridicules contre mon employeur. Et maintenant, tu te présentes ici soi-disant pour une réconciliation, mais ton premier geste est d'essayer de diviser pour mieux régner, et tu demandes pardon à Sally, mais tu n'as en fait pas prononcé les mots « je suis désolé » à son intention, n'est-ce pas? Je fis une pause, laissant le poids de tout cela s'installer. Alors oui, Annie, tout bien considéré, cela s'est remarquablement bien passé. Des larmes montèrent aux yeux d'Annie, tremblant sur ses cils mais ne tombant pas encore. Était-elle pour Sally, pour moi, ou pour le gâchis qu'elle avait fait de sa propre vie? Le divorce est définitif demain, continuai-je, ma voix dépourvue d'émotion. S'il n'y a rien d'autre de pertinent, je pense que cette réunion est terminée. Je me levai et me dirigeai vers la porte d'entrée, l'ouvrant ostensiblement. Elle se leva lentement, lourdement, et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna. « Arthur, nous avons eu de bonnes années, n'est-ce pas ?» Une pointe de quelque chose de nostalgie, perte me frappa. « Oui, Annie, nous en avons eu. La plupart du temps que nous avons passé ensemble était bon. Tu as été une bonne femme, une mère aimante.
Je la regardais, puis regardais vraiment l'épave que Paul avait faite. Je ne sais pas ce que ce parasite t'a mis dans la tête, mais la femme qui se tient devant moi, ce n'est pas l'Annie que j'ai épousée. C'est une ombre, manipulée pour devenir ça, je gesticulais vaguement vers sa forme altérée, égoïste, insouciante des dommages qu'elle inflige. Elle baissa de nouveau les yeux sur ses pieds. Tu penses vraiment ça? Ce n'était pas une question. Oui. Elle se tourna pour partir, puis hésita une dernière fois, semblant complètement brisée. Arthur, à propos de la maison, l'argent que Paul a dit que je devrais demander. Ah, voilà. La vraie raison de la visite. Pas le pardon. L'argent. Un rire amer m'échappa. Annie eut l'air surprise. Va dire à Paul, dis-je, la voix dure comme du silex, que demain, ta part des économies et de la valeur nette de la maison sera transférée sur le compte que ton avocat a fourni, Rhonda et Annie. Elle leva les yeux, l'appréhension visible. Garde cet argent loin de lui. Cache-le, parce que si tu lui donnes accès, il aura disparu avant que tu aies eu le temps de cligner des yeux. Elle acquiesça muettement et sortit dans la nuit. Le lendemain matin, le jugement de divorce définitif arriva par voie électronique. Annie Smith et Arthur Smith n'étaient plus. Une petite partie enfouie de moi ressentit une pointe de tristesse pour la vie qui avait été, mais elle fut submergée par le soulagement. La liberté. À 48 ans, j'avais à nouveau un avenir. Rhonda appela pour confirmer que le virement avait été effectué. Ce soir-là, on commanda des pizzas, et Rhonda, Tina, Clarissa et Sally se réunirent à la maison pour célébrer ma liberté officielle. Plus tard, après que Sally eut ramené Clarissa chez elle et que Rhonda fut partie, Tina resta. Le silence chargé s'étira, empli d'une anticipation non dite. Cette nuit-là, la phase platonique de notre relation prit fin de manière définitive et passionnée. Le week-end passa dans un flou bienheureux de redécouverte, tant émotionnel que physique. Le petit couinement de Tina en s'asseyant le lundi matin, associé au feu possessif dans ses yeux, me confirma que j'avais bien fait les choses. La vie s'accéléra. Me débarrasser des derniers vestiges de la présence d'Annie dans la maison eut un effet cathartique. Un samedi pluvieux, en m'attaquant aux cartons entassés dans le placard de la chambre d'amis, je déterrai mon vieil ordinateur de bureau de l'époque de l'université, depuis longtemps remplacé et oublié. Surtout des déchets dessus, de vieux essais, des photos granuleuses. Mais, la curiosité piquée, je le démarrai, la vieille machine gémissant de protestation. Je me souvenais d'avoir tâté à la crypto-monnaie il y a des années, achetant quelque chose appelé Bitcoin sur un coup de tête quand c'était pratiquement sans valeur. Plus comme une nouveauté technologique qu'un investissement, j'avais stocké les détails du portefeuille sur cette machine, puis complètement oublié lors de ma mise à niveau. Trouver le fichier du portefeuille fut facile. Y accéder était une autre affaire. Protégé par un mot de passe. Des heures passèrent, à essayer d'anciennes combinaisons, des noms d'animaux de compagnie, des dates importantes. Rien. La frustration monta. J'étais sur le point d'abandonner, prêt à emmener la vieille tour au centre de recyclage, quand un fragment de souvenir aléatoire fit surface, une phrase de passe complexe liée à un roman de science-fiction obscur que j'avais adoré à l'époque. Mes doigts volèrent sur le clavier. Accès accordé. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Le portefeuille s'ouvrit. Une chaîne de caractères, puis le solde. Il me fallut un moment pour enregistrer. Le nombre de bitcoins n'était pas énorme, mais la valeur marchande actuelle. Je consultai rapidement un site d'échange sur mon ordinateur portable, et je saisis le nombre. Le chiffre en dollars qui apparut en retour sembla impossible. Je vérifiai sur un autre échange, puis un autre. Ma main commença à trembler. Je sentis la sueur perler sur mon front. 37 248 910 $. 37 millions de dollars. Je me penchai en arrière contre le mur, glissant jusqu'à ce que je sois assis sur le sol, la vieille tour d'ordinateur poussiéreuse ronronnant à côté de moi. L'incrédulité se disputa avec une prise de conscience naissante et terrifiante. J'étais riche. Fabuleusement, radicalement riche. Un rire hystérique m'échappa, vite étouffé. Il y a des années, un pari numérique oublié, maintenant une fortune. L'ironie était stupéfiante. Annie m'avait quitté pour des clopinettes, métaphoriquement parlant, alors que des millions dormaient sur une relique dans le placard. Le monde bascula légèrement. Cela changeait tout. Annoncer la nouvelle à Sally fut surréaliste. Je la fis asseoir, lui montrai l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent.
Sa mâchoire tomba. Papa, c'est réel? L'incrédulité, puis le choc, puis un sourire lent et émerveillé s'étalèrent sur son visage. Oh mon Dieu! Papa! Oh mon Dieu! Il y eut des larmes, des questions, des bavardages enthousiastes. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de sécurité, de possibilités, d'un avenir soudainement plus radieux après tant de noirceur. J'annonçai la nouvelle à Tina quelques semaines plus tard, après un autre vendredi soir bienheureux, blottis l'un contre l'autre sur le canapé. Cela semblait juste, un témoignage de la confiance et de l'avenir que nous construisions. Je lui montrai le solde du portefeuille sur mon ordinateur portable. Elle fixa, cligna des yeux, puis me regarda, son expression mêlant étonnement et autre chose, une considération prudente. Arthur. Ouah. C'est incroyable. Il n'y avait ni avidité, ni calcul dans ses yeux, juste une surprise sincère et peut-être une pointe d'inquiétude quant à la façon dont une telle richesse pourrait changer les choses. Nous avons parlé tard dans la nuit de ce que cela signifiait, de responsabilité, de garder cela secret pour l'instant. Ses réactions posées ont renforcé ma certitude à son sujet. Des nouvelles comme celle-là, cependant, restent rarement vraiment secrètes, surtout lorsque des avocats sont impliqués dans la mise en place de fiducies et de structures financières. D'une manière ou d'une autre, inévitablement, les ragots ont filtré à travers le réseau juridique jusqu'à Annie. C'était un mardi soir. Je venais de rentrer à la maison, en desserrant ma cravate, quand la sonnette retentit, avec insistance, à plusieurs reprises. J'ouvris et trouvai Annie sur le pas de la porte, le visage déformé par un masque de fureur et de droit. Paul planait derrière elle sur le trottoir, affichant un sourire satisfait et prédateur. « Arthur, tu ne m'as rien dit » hurla-t-elle, essayant de me dépasser pour entrer dans la maison, notre maison, celle que nous avions remboursée ensemble. Le partage des biens avait été finalisé il y a des mois. Son entrée maintenant était une violation de propriété. « Te dire quoi, Annie » demandai-je calmement, lui bloquant le passage. « Le divorce est prononcé. Il n'y a plus rien à dire. L'argent. Les bitcoins. » Rhonda l'a laissé échapper à mon avocat. « Tu m'as caché des millions. » Sa voix monta d'un ton strident. « C'est un bien marital. J'ai droit à la moitié de ce que je possédais avant notre séparation. Quelque chose d'oublié depuis des années n'est pas automatiquement un bien marital, Annie, surtout après que tu as signé l'accord final. C'est fini. Tu dois partir. Tu me dois de l'argent, hurla-t-elle, le désespoir la rendant imprudente. Elle me poussa violemment, essayant de forcer son passage. Je restai ferme. Paul fit un pas en avant de manière menaçante. Soudain, les yeux d'Annie se tournèrent sur le côté, se fixant sur la petite pelle décorative que Sally utilisait pour ses plantes en pot près de la porte. Avant que je puisse réagir, elle l'attrapa, la balançant sauvagement. J'ai instinctivement levé le bras pour bloquer le bord métallique, qui frappa violemment mon avant-bras, envoyant un choc de douleur cuisante à travers moi. Le sang jaillit instantanément. L'adrénaline monta en flèche. Je la repoussai violemment. Elle trébucha hors du porche, atterrissant lourdement sur la pelouse, la pelle cliquetant à côté d'elle. Paul se dirigea vers moi, mais s'arrêta lorsque je sortis mon téléphone, composant le numéro d'urgence de ma bonne main. Je viens d'être agressé. Mon ex-femme m'a attaqué avec une pelle. Envoyez la police immédiatement. Annie se releva en titubant, les yeux écarquillés, alors que des sirènes retentissaient faiblement au loin. Paul attrapa son bras, la tirant vers leur voiture. Ils s'enfuirent en trombe juste au moment où la première voiture de police arrivait au coin de la rue. Les agents ont pris ma déposition, photographié mon bras ensanglanté, qui a nécessité des points de suture par la suite, et documenté la scène. Un mandat d'arrêt a été émis contre Annie, agression avec un outil. Elle a été arrêtée plus tard dans la nuit. Les répercussions ont été rapides et désagréables. Quelques nuits plus tard, je me suis réveillé au son de crépitements et de cris. Me précipitant à la fenêtre, j'ai vu ma berline engloutie par les flammes dans l'allée, les voisins se rassemblant dans la rue. Incendie criminel. Il n'était pas difficile de deviner qui était responsable. Trop, c'est trop. Le lendemain, j'ai engagé un détective privé de haut niveau et j'ai chargé Rhonda de poursuivre toutes les voies légales. Le détective privé a rapidement trouvé des images de la caméra de sécurité d'un voisin, granuleuse mais suffisamment claire, montrant Paul, cagoulé mais identifiable, se faufilant jusqu'à ma voiture, l'arrosant d'accélérant et y mettant le feu avant de s'enfuir.
La machine judiciaire s'est mise en marche. Rhonda a préparé des poursuites contre Annie et Paul pour agression, destruction de biens, conspiration et détresse émotionnelle. Puis vint l'attaque au bord de la route. Je rentrais tard du bureau un soir, empruntant une route de campagne plus tranquille. Soudain, des phares ont brillé dans mon rétroviseur, m'aveuglant. Une berline sombre et banale a collé mon pare-choc de manière agressive avant de se déporter brusquement devant moi, me forçant à freiner brusquement. Simultanément, une autre voiture me bloquait par derrière. 2 hommes ont sauté de la voiture de devant, ouvrant brutalement la portière côté conducteur avant même que je puisse réagir. Sors. Portefeuille. Maintenant. L'un d'eux grogna, son visage obscurci par un bonnet baissé. Pas Paul. Pas Annie. Des voyous à gages. Quel portefeuille? Gagnais-je du temps, mon esprit en pleine effervescence, mon cœur battant à tout rompre. Le portefeuille crypto, intro. Les clés. Où sont-elles? Donne-les. La panique menaçait de me submerger, mais la colère montait plus fort. Ils savaient. Annie et Paul devaient les avoir envoyés. Il ne s'agissait plus seulement d'amertume de divorce. C'était dangereux. Dans le coffre, enfermé dans une mallette sécurisée, se trouvait mon Magnum calibre 357, détenu légalement, que j'avais emmené au stand de tir plus tôt cette semaine et que je n'avais pas encore remis dans le coffre-fort de la maison. Une pensée risquée, mais peut-être ma seule chance. D'accord, balbutiai-je, feignant la terreur. C'est dans le coffre. Dans une mallette. Le deuxième voyou, surveillant la route, grogna. Dépêche-toi. Ma main tremblait alors que j'ouvrais le coffre. Je suis sorti lentement, les mains légèrement levées. Un voyou me suivait de près. L'autre surveillait la route. Au niveau du coffre. Je tâtonnais avec les serrures de la mallette, mes doigts glissant de sueur. En l'ouvrant, je ne pris pas la mallette inexistante. J'attrapais le magnum lourd, l'acier froid une solide réalité dans ma main. Me retournant, j'ai levé l'arme, ne visant pas directement, mais la pointant vers le ciel. Foutez le camp de ma voiture. Maintenant. Ils se figèrent, les yeux écarquillés de choc. Au-dessus de leur masque, la vue de la puissante arme de poing ne faisait clairement pas partie de leur plan. J'ai tiré 2 coups de feu en l'air. Le rugissement du magnum résonna assourdissant dans la nuit calme. Cela brisa leurs nerfs. Ils se précipitèrent à nouveau dans leur berline, les pneus crissant alors qu'ils effectuaient un demi-tour maladroit et s'enfuirent dans l'obscurité. La voiture derrière moi démarra en trombe dans la direction opposée. Tremblant de tout mon corps, l'adrénaline me liquéfiant les jambes, je suis remonté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portières, et j'ai immédiatement appelé Rhonda. Puis le détective privé. Le lien était indéniable. Annie et Paul étaient donc derrière tout ça, passant des exigences et du vandalisme à des tentatives de cambriolage ouvertement violentes. Le lendemain, sur les conseils de Rhonda et du détective privé, j'ai engagé des agents de sécurité professionnels pour la maison. Nous avons rassemblé toutes les preuves, les rapports de police concernant l'agression à la pelle et l'incendie criminel, les images du détective privé montrant Paul en train de brûler la voiture, mon témoignage sur l'embuscade au bord de la route, les relevés financiers démontrant le désespoir d'Annie après l'épuisement de son règlement de divorce, probablement par Paul. La tentative de cambriolage, reliée à eux par le motif et le timing, a ajouté de graves accusations criminelles à leur liste grandissante. La bataille juridique a été brutale mais décisive. Annie et Paul, confrontés à des preuves accablantes d'agression, d'incendie criminel, de complot et de tentatives de cambriolage, n'avaient que peu de défense. Leurs avocats ont tenté des négociations de plaidoyer, mais poussés par l'escalade des attaques et la menace sur ma vie, j'ai refusé tout accord qui n'impliquait pas une peine de prison significative. Rhonda a été implacable au tribunal, présentant un récit clair de cupidité, de trahison et de désespoir violent. Le divorce était déjà définitif, une rupture nette, légalement scellée avant le pire des attaques. Les procès criminels suivants ont été rapides. Annie, pleurant et se présentant comme manipulée par Paul, a reçu une sentence moindre, mais toujours substantielle, en raison de son implication directe dans l'agression et le complot. Paul, identifié de manière définitive dans l'incendie criminel et impliqué comme le cerveau de la tentative de cambriolage, a écopé d'une peine beaucoup plus longue. La vie a continué, marquée mais pas brisée. 1 an plus tard, Tina et moi nous tenions devant un petit rassemblement d'amis, de familles et de collègues au bord d'un lac paisible,
baignés par la douce lumière du soleil de l'après-midi. Nous avons échangé nos vœux, des mots simples porteurs d'un poids profond. Sally se tenait aux côtés de Tina, rayonnante. Clarissa, notre demoiselle d'honneur, rayonnait de joie. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé, mais de construire un nouvel avenir, plus fort, sur des bases solides. Annie et Paul sont restés incarcérés, leur choix les menant à des murs de béton, tandis que les nôtres nous menaient ici, à l'amour et à la reconstruction. Les 37 millions de dollars, gérés avec sagesse, ont assuré la sécurité, mais la véritable richesse ne se trouvait pas dans un portefeuille numérique oublié, mais dans la résilience de l'amour, la loyauté de la famille et la force tranquille découverte face à la trahison.